Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. « 2025 est une année de toutes les attentes. C'est un peu normal car il y a élection présidentielle et chacun attend de voir quelle trajectoire le pays prendra. Mais en 2025, on parle aussi de 2035 parce que le président actuel avait fixé le cap pour 2035 vers l'émergence. Plus que 10 ans exactement, mais rien ne se dessine. Sur la base de quelques observations et quelques rapports d'institutions internationales, l'auteur d'aujourd'hui vient nous faire comprendre que peut-être qu'il est temps de regarder vers 2040 et nous apporte 100 propositions pour restaurer le Cameroun Vision 2040. C'est d'ailleurs le titre de son livre. C'est le professeur Octave Djonkou Nguena. Il est agrégé des universités françaises. Il est mathématicien. Normal, il parlera avec logique. Il est également économiste et financier. Il enseigne la finance, l'économie et le management. Il est président de l'Institut universitaire des sciences et de management, IUSM. Il est auteur d'une quinzaine d'ouvrages et plus d'une trentaine d'articles dans les revues scientifiques internationales. Professeur Octave Djonkou Nguena, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. C'est vrai que nous sommes encore en après-midi, mais bienvenue en tout cas. Merci, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Partagez. Vous arrivez avec dans vos bras un livre 100 propositions pour restaurer le Cameroun, Vision 2040. Rien qu'à lire le titre, Restaurer le Cameroun, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Disons déjà que le mot restaurer veut dire qu'il y a une situation qui n'est pas comme elle devait être, qu'il faudra arranger. C'est comme si vous voyez une toile qui a pris de l'âge, une toile qui est un peu ancienne, on la restaure, il faut qu'elle reste belle. En nom de science, vous avez décidé d'emprunter plusieurs rapports, plusieurs constats d'institutions au niveau international qui démontrent que le Cameroun, qui avait engagé pourtant une marche vers son émergence en 2035, rien de considérable n'a bougé, les indicateurs sont clairs. On parle d'un taux de croissance assez fort, mais curieusement, le taux de chômage est également rampant. Oui, l'émergence qui devait se pointer en 2035 s'éloigne. Il s'éloigne. Elle s'éloigne parce que le constat est là. On n'a toujours pas atteint le niveau de richesse. On a toujours un taux de pauvreté qui est très important. La population cherche tout de l'emploi. C'est-à-dire que les jeunes sont en difficulté. Or, pour qu'on émerge, ça signifie que les jeunes trouvent du travail. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. De la même façon, le taux de croissance n'est pas bon. L'inflation était assez forte, là, elle a baissé. Oui. Donc, en termes macroéconomiques, on a de quoi s'inquiéter. Il y a plusieurs indicateurs. 10 millions de personnes vivent en deçà de 1000 francs par jour. On a également l'Institut national de la statistique qui avait indiqué que les Camerounais qui vivaient sous le seuil de la pauvreté, c'était un nombre assez considérable. Autant d'éléments qui font penser qu'il faut tout de suite, dans l'urgence, faire quelque chose. Exactement. Et si on va même plus loin, vous avez des termes techniques comme le revenu national brut, le RNB, qui permet de dire si un pays émerge ou pas. Or, pour émerger, il faut un revenu RNB qui dépasse $4000 américains. Oui. Nous, on est autour de $1700 américains. On est un peu loin. On est très loin. Donc, et c'est pas en 10 ans, si vous prenez une équation mathématique avec une puissance pour savoir combien de temps il faut pour atteindre ces 4000, il faudra 15-20 ans. Et pourtant, le Cameroun semble avoir de son côté
D'abord le potentiel, aussi bien humain qu'énergétique. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le grand bond? Disons que ce potentiel humain est là, il est présent, il est palpable, mais sa qualité c'est un peu étiolée. C'est-à-dire que les formations qui sont dispensées ne sont pas en accord avec le marché, d'où le nombre de chômeurs. Et en même temps, comment dirais-je, l'économie n'arrive pas à absorber tous ces chômeurs qui arrivent, ces nouveaux qui arrivent. Donc, ça fait que finalement, vous avez un capital humain qui est plutôt faible. Le dernier recensement de la population du Cameroun date. On est encore dans les estimations, on parle de 29 millions d'habitants. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus nombreux que cela? Et est-ce que le fait de ne pas savoir combien nous sommes ne rend pas difficile la matérialisation d'un certain nombre de politiques sur le terrain? Déjà, pour savoir combien il faut d'écoles, pour savoir combien il faut d'enseignants, pour savoir combien il faut d'hôpitaux, il faut avoir la population, il faut avoir une idée de la densité, savoir dans les villes combien il y a d'habitants, dans les campagnes. Alors si on n'a pas ça, comment se projeter? Donc je veux dire qu'on veut se projeter sans avoir des éléments statistiques probants sur lesquels on peut s'appuyer. Pour sinon c'est difficile. C'est toujours, on a l'impression qu'on nous dit on ira où et comment. Il y a cette phrase quand même qui nous fait un tout petit peu sourire dans votre livre, où vous dites, au lieu de se poser la question il y avait quoi avant, on devrait se poser qu'est-ce qu'on laissera, dans l'urgence de penser à demain. Et vous voyez demain là comme 2040, est-ce que ce n'est pas lointain? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une autre promesse qu'on n'est pas sûr de voir s'accomplir? Vous savez, quand on est dans une situation comme la nôtre, qui est difficile, quand vous voyez les Camerounais, quand vous les croisez, c'est assez difficile. Ils ont du mal à joindre les bouts à la fin du mois, ils ont du mal à vivre. Quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner, c'est compliqué. Quand il faut aller à l'école, des fois on n'a même pas de quoi payer l'école, donc c'est compliqué. D'accord? Donc vous voyez que le peuple, la population est en difficulté, vous demandez alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Et vous vous dites, effectivement, il y a des solutions. Et on vous dit, voilà, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait des choses. Et là, vous allez avoir toute une foule de nostalgiques qui vous diront, il y avait tout avant. Mais moi, je dis non, attention. Ils vont vous citer des entreprises qui étaient là, qui ont fermé les portes. Il y avait OCNPB, il y avait Camara, bref. Il y a toute une litanie, une sorte de liste à la Prévert. Et on vous dira ce qui a marché, on vous dit qu'il y a eu des plans quinquennaux pour faire booster l'économie, Mais ça, c'était avant. La question, c'est maintenant. Maintenant où nous sommes, il n'y a pas de route, il y a des délestages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'avenir pour les enfants, pour les jeunes. Donc, posons les questions. Il y aura quoi demain? Laissons le il y avait quoi avant, parce que le il y avait quoi avant, ça renvoie au passé. Soyons plutôt dans la projection et demandons-nous, demain, on ne laissera pas aux enfants. Nos enfants qui sont là au Cameroun, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quel Cameroun ils vont avoir? Donc je dis, on se projette. 2035 me paraît tôt. Donc, c'est dans 10 ans, voilà. C'est plus lointain. Généralement, on prend 20 ans parce qu'on prend une génération. Mais je pense que, vu l'urgence, on ne va pas attendre 20 ans. Il faut qu'en 15 ans, on ait fait le chemin pour aller vers l'émergence. Il faut la volonté et peut-être il faut les hommes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation, les formations qui ne sont pas en phase avec la demande du marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les enseignants le demandent en ce moment, les états généraux de l'éducation pour faire une réforme dans le fond? Même pas une réforme, une refonte. C'est-à-dire il faut aller jusqu'au fond. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs ministères. Vous avez un ministère de l'enseignement de base. Vous avez un ministère de l'enseignement secondaire. Vous avez un ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez un ministère de la recherche. Vous avez un ministère de la jeunesse et des sports. Bref, vous avez un ministère de la formation professionnelle. Vous avez une flopée de ministères qui travaillent sur la même chose, l'éducation, et qui ne sont jamais ensemble, qui ne vont jamais discuter, qui ne vont jamais se coordonner. Alors comment l'enfant qui a démarré à l'éducation de base, il va aller dans l'enseignement secondaire sans qu'on sache comment il y va? Non, il y a un problème. Donc on doit refonder, il faut tout refonder, il faut s'asseoir, états généraux, on dit l'éducation en est où et on veut aller où. Et on se pose des bonnes questions, et à un moment, on peut se dire, mais à la limite, pourquoi est-ce qu'il y a tant de ministères? Pourquoi il n'y aurait pas 1 ou 2 ministères pour tout le monde? Dire que l'éducation peut se faire sur 1 ou 2 ministères, pas forcément sur 7. Donc je crois que quelque part, posons les bonnes questions, il y aura des économies qui vont apparaître, ça va énerver certains, c'est clair, mais je pense que l'avenir du Cameroun passe avant. Dans la redistribution des richesses, ou sinon le partage national, on estime que chaque village, chaque contrée doit avoir au moins un représentant
qui soit mieux situé. Si on réduit les ministères, est-ce que tout le monde va se sentir représenté? Là, une autre question quand même. Moi, je vous pose une question. Si vous êtes malade, souffrant, vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné à un prix faible, vous allez demander qui est le ministre? Certainement pas. Alors, donc on arrête un peu. Il faut faire des choix audacieux. Qu'on arrête de dire qu'il faut que chaque tribu, chaque région retrouve en face son image. C'est désuet, c'est obsolète, c'est suranné. Donc on arrête. On a besoin de gens efficaces. S'ils nous montrent qu'ils sont Camerounais d'abord et qu'ils font que le Cameroun avance, on va signer. Donc il n'y a aucun problème. Et je vais aller plus loin. Quand on parle de dire que chaque région a son représentant, on s'appuie sur quel pourcentage, sur quel chiffre, sur quelle statistique? Bon, vous l'avez dit, depuis des années, on n'a pas recensé. Oui. Donc comment peut-on savoir combien il y a de personnes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Autant de questions. Bah évidemment. Donc autant enlever ça, autant quitter ce débat qui ne sert à rien, qui nous amène nulle part, et se dire mais comment faire pour que les Camerounais méritants fassent que le pays avance. On voit tout de suite que vous n'êtes pas pour la politique d'équilibre régional. Oh non, je suis contre. Elle est toujours appliquée partout, même dans les concours. On estime que chaque région doit avoir un pourcentage en fonction du nombre d'habitants. Oui, mais il y en a qui défendent cette politique-là, qui disent oui, dans un pays avec tant d'ethnies, je sais pas, près de 300 langues, il fallait qu'on fasse cet équilibre-là. C'était à l'époque, d'accord. C'est une époque ancienne, dépassée. Nous sommes 2025. Un jeune pense à demain. Un jeune est en relation avec le monde. Il est interconnecté. Pourquoi voulez-vous que ce jeune puisse réfléchir comme son grand-père qui était dans son village? Les temps ont changé. Un Camerounais qui est né à Bolova, qui a grandi à Saint-Milima, qui est monté à Garoua et qui vit maintenant à Bertois. Vous demandez quoi à ce Camerounais-là? Qui n'est pas Camerounais? Partout là, c'est un Camerounais. Donc qu'on essaye de laisser et d'aller vers les choses essentielles. Et ce que je dirais, c'est de construire. Il faut qu'on aide les Camerounais à construire. On aide les Camerounais à créer de la richesse. Et qu'on dise aux Camerounais, votre avenir, ce n'est pas être fonctionnaire. Les fonctionnaires camerounais, ils sont au maximum 500 000, pas plus. Oui. Nous, on est 30 millions. Les fonctionnaires ne créent pas nécessairement de la richesse. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de gérer la chose de l'État. C'est de la préserver, de la sacraliser. Mais nous autres, 30 millions moins les 500 000, on est 29 millions et demi. On ne peut pas être fonctionnaire. Donc il faut aller vers l'entrepreneuriat? Non. Pas nécessairement. Il faut aller vers la technique. Il faut aller vers le monde de l'ingénierie. Il faut aller vers les métiers nobles d'avant. Plombier, mécanicien, menuisier, qui sont des métiers... Il en manque de plus en plus, oui, faut le dire. Et des métiers éternels. C'est-à-dire c'est des métiers depuis la lame des temps, ils sont là. Allons vers ces métiers-là. Que ces métiers soient bien payés, qu'ils soient reconnus. Un peu comme les aides-soignants, médecins, enseignants, qu'on leur donne un peu la valeur, qu'on leur dise voilà, c'est vous qui formez, c'est vous qui nous protégez, c'est vous qui nous soignez. Et à ce moment-là, on aura des personnes qui iront vers ces métiers-là. Il y aura moins de chômeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'éducation, on doit changer la donne. On ne doit plus laisser les jeunes aller faire des métiers qui ne donneront rien. Oui. Quand vous envoyez votre enfant faire Sciences Po au Cameroun, ils sont 200-300 à faire Sciences Po dans l'amphi. Ils vont où? Qui va les embaucher? Ceux qui ont fait Sciences Po. Ils vont analyser la politique. Laquelle politique? Il y a une politique? Il n'y en a pas. D'accord, il n'y a pas de politique au Cameroun. Donc ils vont analyser quoi? À soit pour faire droit, ils sont, je pense, 12 000. Et ce n'est pas malheureusement la seule. Ça n'existe pas seulement à Soi. On en trouve également à Douala, et un peu partout. Alors, on vous voit peindre un tableau assez noir quand même de la situation en ce moment du Cameroun. Le tableau est sombre. Oui, parce que quand on regarde bien, vous ne le faites pas un peu comme un débat de bar, parce que vous prenez des indicateurs un peu partout, la Banque mondiale, la BAD, l'Institut national de la statistique au Cameroun. Vraiment, on va puiser un peu partout pour avoir des chiffres clairs. S'il faut donc aller vers 2040, une vision meilleure du Cameroun, quelles sont les urgences? Vous avez tout à l'heure parlé de l'éducation. Les autres urgences, ce sont lesquelles? Je dis la première, c'est pas l'éducation. Oui. La première, c'est l'énergie. L'énergie. Oui, la première. C'est-à-dire que nous avons un potentiel hydroélectrique énorme, impressionnant. Nous pouvons servir toute l'Afrique australe. Oui. Ce qui veut dire que nos 1600 MW qu'on a actuellement, c'est rien, on a 12 000 MW potentiels. Nous, on n'est qu'à 1600. Montons déjà à 4000. Ça nous permet de servir le Cameroun et le Nigeria et les voisins. On pourra monter ensuite à 8000 pour aller plus loin, pour servir d'autres pays. Donc on a déjà un secteur industriel qui est l'énergie. Oui. Et en plus, on a une chance, elle n'est pas uniquement hydraulique. Elle est également éolienne, elle est solaire, il y a la biomasse, il y a la géothermie.
Donc on a tous ces éléments-là qui font qu'on aura un mix énergétique au Cameroun de qualité. On peut l'avoir et là, ça va créer de l'emploi. Il faut que nos jeunes, on les forme à l'éolien, on les forme au solaire, on les forme à tout ce qui est hydroélectrique. Il y aura du travail. Quel est le problème du Cameroun actuellement? Là, on a 1600 MW qui sont produits. Parce que nos barrages, vous prenez Nachigall ne marche pas à 50%. Oui. Vous avez l'autre Sonlolo. Vous avez des problèmes de sable qui font qu'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas avoir de l'électricité. Vous allez du côté de la Dibamba, on vous a mis des Dibamba Power qui marchent au fioul. Vous allez à Kribi, KPDC, ça marche au fioul. Donc vous avez toute une flopée de centrales au Cameroun qui marchent au fioul, ce qui veut dire qu'il faut acheter le carburant et mettre dans la centrale pour qu'elle marche, alors que vous avez l'eau. C'est un souci quand même. Vous avez l'eau, vous avez le vent, vous avez le soleil. Vous pouvez aller acheter le fioul. Ça n'a aucun sens. Donc nous avons des choses à faire et on sait où elles sont, d'accord. Et en même temps, quand vous allez relancer l'énergie, quand vous allez avoir un secteur énergétique fort, eh bien, vous allez pouvoir créer de l'industrie. Vous allez pouvoir dire, maintenant, secteur numéro 2, les mines. Et je vous dis une chose. Faites un tour du sous-sol camerounais. Vous avez tout. Beaucoup de richesses. La bauxite. Vous avez le fer. Vous avez le manganèse. Vous avez l'or. Vous avez le diamant. Vous avez les terres rares. Vous avez le nickel, cobalt. Vous avez tout. Mais attention. Attention parce que si on se met à creuser, à prendre et à envoyer à l'étranger, on n'a rien compris. Oui. Il faut développer et transformer tout sur place. Tout sur place. Est-ce que les Camerounais ont la capacité nécessaire de le faire? Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de polémiques autour des richesses du sous-sol qui étaient octroyées à certains pays. Je ne vais pas citer les noms. On ne doit pas octroyer aux pays, non. On doit faire ce qu'on appelle soit les 3 P, partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on prend une entreprise australienne qui est experte dans l'extraction du minerai et sa transformation. Elle vient chez nous, elle monte une usine. On lui signe un contrat de 20 ans ou de 15 ans. Pendant les 15 ans, elle exploite, l'État prend sa part, elle prend sa part, et après elle part, ça reste. Elle a créé des emplois, elle a créé des emplois dérivés. Donc le pays est gagnant. Oui. Donc on peut le faire. Et en même temps, on a une carte en poche, on a une carte secrète qui s'appelle Diaspora. Oui. Les Camerounais sont partout. Donc, et dans tous les secteurs. Partout. Dans le monde entier. Ils travaillent dans tous les secteurs. On cherche dans tout ce qui est géologie, tout ce qui est minerai, tout ce qui est métallurgie. Il y a des Camerounais. On va les voir, on dit voilà, vous êtes des Camerounais. On fait un contrat, vous venez pendant 2-3 ans, vous nous transférez la connaissance. Vous formez les jeunes, vos jeunes frangins, vos jeunes frères qui sont là, vous les formez à cette technique moderne. Et après, vous repartez chez vous parce que vous êtes à l'étranger. Mais le pays avance. Alors, vous parlez d'un aspect très important, la diaspora. On revient pour en parler. Royal FM. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. En ce moment, il y a une campagne qui est totalement contre le déplacement des Camerounais. On estime qu'il ne faut pas que les Camerounais partent. Est-ce que ce n'est pas là un mauvais combat qu'on mène? Parce qu'il faut bien peut-être prendre l'exemple des pays comme la Chine qui ont parfois encouragé sa jeunesse à aller voler le feu et rapporter. Et vous voyez par exemple que dans le secteur des technologies du numérique, aujourd'hui, la Chine peut rivaliser avec les États-Unis d'Amérique alors qu'ils sont allés apprendre là-bas ce qui se faisait pour revenir. Est-ce que le problème n'est pas véritablement d'encourager les gens à partir, mais surtout à revenir avec le savoir acquis à l'extérieur pour faire bénéficier au pays, à notre pays, peut-être le Cameroun? Vous savez, ça fait 13 ans, pour ne pas dire 15 ans, que je suis sur le discours. J'ai commencé à la voir à Douala, à l'Ekato. Et j'ai continué à USM à Yaoundé, de dire à mes étudiants, allez à la quête du savoir. Oui. Allez chercher la technique, allez chercher ce qu'on fait de bien ailleurs et revenez. Oui. Parce que l'étranger, ailleurs, c'est pas chez vous. D'accord. La douceur, c'est le pays. D'accord. Donc, il faut revenir. Alors, pour aller plus loin dans votre raisonnement, je vais vous dire une chose. On veut interdire à certains de partir. Ça, c'est une erreur.
Celui qui veut partir, laissez-le partir. On ne retient pas des gens contre leur volonté, ça ne sert à rien. Maintenant, quand on a dit ça, on se demande comment faire pour qu'ils restent. Oui. Parce que quand vous voyez les Camerounais partir, quand vous voyez les jeunes dire je vais me battre, je vais à Boza, je vais me battre pour aller à l'étranger, ils ont raison. Je suis dans la misère, j'arrive pas à vivre. Je me dis, en traversant le désert et la mer, peut-être que là-bas, je vais trouver la mieux et m'en sortir. Ils ont raison. Donc, c'est à nous, dirigeants, à nous, gouvernants, c'est à nous, Camerounais, c'est à nous, société civile, de dire, non, faisons tout pour que ces Camerounais n'aient pas envie, ne rêvent pas de partir. Et même s'ils veulent partir, ils rêvent à revenir. Tout à fait. Et pour ça, il faut justement commencer à faire émerger le pays, parce que quand le pays va émerger, ça va donner un niveau de vie suffisant qui fera que les gens vont revenir. Prenez Abidjan, allez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils rentrent. D'accord ? Ils font le chemin inverse. Beaucoup. Et on facilite. Et il y a une proposition que j'ai indiquée, j'espère qu'elle va être écoutée. J'espère, je souhaite qu'on mette en place un office. Un office dédié à la diaspora. Oui. Qui sera là pour faire plusieurs choses. Première chose, les renseigner sur comment est le Cameroun. Parce que des fois, s'ils viennent au Cameroun, naïvement, ils se font avoir. Oui. Leur dire comment le Cameroun ça connaître fonctionne. les réalités du terrain. Exactement. Que le Cameroun est particulier, c'est le continent. Donc il faut être prêt. Là, il faut leur dire. Deuxième chose, il faut que l'office fasse la cartographie des Camerounais de l'étranger. Ça veut dire qu'on sache qu'à la NASA, il y a un Camerounais. Qu'on sache qu'au Pentagone, il y a un Camerounais. Qu'on sache qu'à tel endroit, il y a un Camerounais. Ça permet que le jour où on a un dossier qui demande ces compétences-là, on fait appel à ces compétences-là. Et après, il faut que l'office en question soit également un office facilitateur. Il faut qu'il puisse permettre à des jeunes de la diaspora de venir investir chez nous, d'être sécurisés et même d'avoir des remises d'impôts. Parce qu'on peut créer des zones franches en disant, voilà, un Camerounais qui va étranger, qui veut venir au Cameroun s'installer et investir, eh bien, il ne paie pas d'impôts pendant 2-3 ans. Oui. Ça va l'encourager, il va venir, il va faire un transfert de technologie rapide et ça fait que le pays va également gagner. Donc je crois que quelque part, il y a une sorte de, je dirais, de chance que nous avons. Mais attention, première chose, donner à ces diasporas sa multinationalité. Ils veulent être américains et camerounais, qu'ils le soient, français, camerounais, qu'ils le soient. Parce qu'il y a également des facilités à avoir une autre nationalité, surtout lorsqu'on s'y trouve. Oui, donc je veux dire, quand on dit que oui, tel est camerounais, il n'a pas droit à tel poste, il faut arrêter. D'accord. On a vu un peu ce qui s'est passé au niveau du foot. On dit oui, il a un passeport de quoi, c'est pas quoi. Il n'est pas là au foot. Il fait son boulot, non? S'il fait son job, peut-être on devrait se focaliser davantage sur le travail qu'il effectue. Alors, peut-être, vous avez dit, là, il y a les mines, il y a la diaspora qu'il faut exploiter. Mais également, il y a l'agriculture. Le Cameroun est une terre assez fertile, mais jusqu'à présent, on a bien du mal à contrôler ce marché-là. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le type de technologie? Oui, récemment, on partageait encore les tracteurs. Est-ce que ce sont des actions aussi spontanées qui pourraient permettre de développer cette agriculture-là? Non, ça c'est de la propagande. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Un tracteur n'est utile que parce qu'il y a un champ et parce qu'il y a un agriculteur qui veut travailler. Parce qu'il faut voir les choses jusqu'au bout. Si vous donnez un taxi à celui qui ne peut pas être chauffeur de taxi, ça ne sert à rien. D'accord. Donc déjà, il faut la volonté, il faut l'opportunité. Et à ce moment-là, on peut avancer. Pourquoi? Parce qu'on a quatre secteurs porteurs. Je dirais même 5. On a 5 secteurs porteurs. Le premier, c'est agriculture. Oui. Elle est là depuis. Mais il faut la moderniser, il faut la toiletter, il faut la rendre plus performante et plus rentable. Meilleure productivité, meilleure qualité. Juste un exemple par rapport au café. On a un café Arabica de qualité extraordinaire dans le monde entier, qui est reconnu. On doit en faire un peu comme le poivre de Penja. Une valeur camerounaise. Qui est aujourd'hui vendue en Europe. On n'y croyait pas avant, et pourtant c'est fait. Oui. Donc, agriculture numéro 1. Le deuxième, c'est infrastructure. Infrastructure de quoi? De communication, tout ce qui est Internet, la fibre optique. Également le transport. On ne peut pas faire d'échange s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'autoroute, on ne peut pas. Oui. Il faut des trains, il faut des avions. Donc c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est les mines. On exploite le sous-sol sur place et de manière intelligente, en pensant à ceux qui viendront après nous. 4e secteur, c'est l'énergie dont je parlais, qui est incontournable. Et puis un 5e, que les gens oublient souvent, les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies? Oui, parce que les jeunes, nos petits frères, qui ont 20 ans, qui ont 15 ans, qui ont 30 ans, eux, ils sont nés avec Internet. Ils sont nés avec l'IA. Donc pour eux, avoir l'IA, c'est normal.
Donc nous devons intégrer dans notre éducation, dans le ministère de l'Éducation, le grand ministère de l'Éducation, on doit y intégrer les STEM, c'est-à-dire sciences, techniques, engineering, mathématiques et IA. On met ça, 10 ans après, vous allez avoir des productions. Donc voilà nos 4 piliers. Je vous dis, moi j'appelle ça les piliers verticaux. Donc agriculture, mines, énergie, infrastructure et nouvelles technologies. Les infrastructures, on en a suffisamment besoin. Non, il en faut, mais on n'a pas, on n'a rien. Il y a parfois, puisque c'est presque lié avec l'agriculture, on a dans le Grand BAM j'ai compté les kilomètres. Des éléments qu'on ne peut pas porter pour amener à Yaoundé ou en grande ville. Les kilomètres de route bitumée, c'est 10 000 et poussières. Au Cameroun, tout le Cameroun, là, le maillage, 10 000 km de route bitumée. Vous savez combien il y a d'autoroutes? 105 km d'autoroute. En 2025, un pays, le Cameroun. 105 km d'autoroute au Cameroun. Alors là, c'est la réalité. À quoi que l'autoroute a fait 15 ans pour faire quelques kilomètres, il faut encore un peu d'argent pour pouvoir faire. Moi, je dis mieux valait ne rien faire parce que c'est du gaspillage. Mieux valait qu'elle n'existe même pas. Ça, c'est juste Yaoundé-Douala. Voilà, parce que... Oui, mais ailleurs, il n'y a pas. Il n'y a pas ailleurs. C'est juste ce tronçon-là. On a 105 km au Cameroun. Pas plus ni moins. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les piliers transversaux. C'est-à-dire, c'est des piliers qui vont venir soulever les piliers verticaux. Ils sont 4. Le premier, c'est le capital humain. Éducation, santé. On doit soigner les Camerounais. Le deuxième pilier, c'est la bonne gouvernance. On doit gérer l'État de manière moderne. On doit faire baisser la corruption. Je n'ai pas dit éradiquer. C'est un peu difficile. Oui. Moins de corruption, un peu d'équité. Il y a moyen. Il faut qu'on rende tout digital. Vous allez voir, vous rendez digital, vous allez rendre les choses compliquées aux corrupteurs. Parce qu'eux, ils aiment bien le cash. Il faut qu'ils aient des espèces. Maintenant, on met tout en digital, tout informatisé. On va comme ils feront. Troisième pilier transversal, c'est la diaspora. Avec, pas seul, avec la région. C'est-à-dire que nous devons intégrer nos voisins. Moi, j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce qui m'a frappé là-bas, c'est que les Sénégalais, les Gabonais, les Maliens, les Guinéens, ils bougent. Entre les deux pays, ils se déplacent, ils vont travailler, ils vont étudier. Vous venez en Afrique centrale, le Camerounais, le Cameroun, le Gabonais, le Gabon, le Centrafricain en Centrafrique, le Tchadien au Tchad, c'est pas possible. On a une union qui s'appelle CEMAC, mais on ne bouge pas. Donc déjà, ne fût-ce que là, c'est des éléments, des choses à mettre en avant, on doit bouger. Et si on bouge, eh bien, à ce moment-là, on pourra générer. Donc voilà les éléments à mettre en avant qui permettront, je pense, de pouvoir gagner du temps, de faire que d'ici 2040, on émerge. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des nouvelles technologies. Beaucoup plus, on remarque que les gens sont craintifs. On se dit que ça va apporter des changements. Certains imaginent que ça va forcément faire disparaître des emplois. Curieusement, les autres développent en ce moment l'intelligence artificielle qui est un peu devant le numérique, pendant que nous, on a encore du mal à apprivoiser les iPhones ou les téléphones Android qui sont arrivés. Est-ce que l'Afrique, le Cameroun, peut aller au même rythme que les autres? Si. Moi, je vous donne un exemple. Il y a le Maroc. Le Maroc a fait sa révolution à nouvelles technologies. Le Maroc est maillé, interconnecté du haut jusqu'au bas. Et pourtant, le Maroc n'a pas les moyens. Le Maroc n'est pas un pays riche. Le Maroc n'a pas de pétrole. Le Maroc a un peu de phosphate. Mais le Maroc a des hommes. Et des hommes qui rêvent. Des hommes qui disent qu'il n'y a pas de raison que nous, Marocains, on ne soit pas aussi bien. Et qui ont dit, on fera la Coupe du Monde. Les gens ont souri. Et vous allez voir. Vous avez vu les stades au Maroc? Ils ont fait des vrais stades. D'accord? Je ne dis pas qu'on n'a pas de vrais stades. Mais là-bas, quand on voit les stades là-bas, on est content. D'accord? On ne cherche pas s'il y a un hôtel sur le stade. Il y a des stades. Donc vous voyez qu'il y a... Moi j'étais à Marrakech au mois de décembre. Je vous dis, à Marrakech, qui est une petite ville marocaine, le touriste, eh bien les avions, tous les heures, les avions atterrissaient et déposaient des touristes. Je dis bien tous les heures, chaque jour, qui amenait des devises au Maroc. Nous on a tout. On a un pays qui s'appelle Afrique en miniature. Qui va des lions jusqu'aux singes, en passant par les hippopotames, les girafes. On a tout. On a la montagne, on a le désert, on a la savane, on a la forêt. On a l'outil, on a ce qu'il faut pour attirer le tourisme. Oui, mais si vous ne mettez pas
une station balnéaire comme Kribi avec des hôtels, avec un personnel de qualité. S'il n'y a pas une route goudronnée, une vraie route qui fait Douala, Kribi, ou Yaoundé, Kribi, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent là-bas les touristes? Ils n'iront pas là-bas. Et si en plus ils viennent au Cameroun, les touristes, et qu'on les embête, que la police les harcèle, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent? Et ce ne pas revenir en tout cas. Bah, ils ne viendront pas. Je me suis promené à pied à Marrakech à 1h du matin, il n'y a aucun problème, il n'y avait aucun risque. D'accord? Donc c'est vous dire. À 1h du matin. Oui, 1h du matin. Peut-être qu'il ne faut pas tenter l'expérience dans certains quartiers à Yaoundé. Je ne me permettrai pas. À cette heure-là. En tout cas, 100 propositions pour restaurer le Cameroun, vision 2040. Le livre sera présenté très bientôt, quand même à Yaoundé. Vous d'abord nous donner la date précise et l'endroit encore. Ouais, disons que vous avez déjà la primeur. Hein. Le livre va sortir le 23 avril. Oui. Et ça va se passer à l'hôtel Montfévé Palace à 16h30. 16h30. Voilà, c'est ouvert au grand public, tout le monde peut venir échanger avec vous, parler. Alors, avant de passer, on va donner 10 minutes aux auditeurs. Eux, ils nous ont écoutés depuis un moment et ils vous poseront forcément des questions sur le contenu de votre ouvrage. Alors, les 100 propositions, c'est réalisable effectivement jusqu'en 2040. Est-ce que au niveau du temps, le Cameroun dispose de suffisamment de temps? Si on commence aujourd'hui, au regard des indicateurs qui ont été cités. Je vais vous donner quelques propositions. Une proposition, par exemple, qui figure dans le livre, c'est revaloriser le SMIC. Oui. Que d'ici 3 ans, il soit à 100 000 francs CFA. On peut le faire. Autre proposition, réduire le nombre de ministères, qui est que 20 ministères au Cameroun, pas plus. On peut le faire. On n'a pas besoin de temps. Ensuite, autre résolution, interdire qu'on puisse extraire du sol camerounais des minerais sans les transmettre sur place. Ça, on peut le faire. Si on a envie de le faire, on le fera. Autre chose, comment dirais-je, qu'on puisse recruter les directeurs généraux des sociétés publiques par appel d'offres, par des cabinets extérieurs. On peut le faire. Qu'on puisse également, je dirais, majorer le salaire d'un directeur général de grandes sociétés publiques. On peut le faire. Il y en a qui gagnent 40 millions. Au Cameroun, 40 millions comme salaire, c'est énorme. On peut dire, voilà, tous sont à 5 millions. Et si maintenant ils travaillent bien, on met un bonus de 5-10 millions. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on gagne, que le revenu qu'on gagne, devient, je dirais, la performance qu'on a réalisée. Oui. Et une feuille de route qui est évaluée peut-être sur les 6 mois. Non, tous les ans. Oui. Tous les ans, j'ai même demandé, c'est une proposition, c'est que le Parlement mette en place une commission paritaire avec la société civile pour contrôler tous les ans tous les grands contrats. Et évidemment, qu'enfin on applique le contrôle des patrimoines. Parce qu'on ne peut pas être fonctionnaire et gagner 300 000 et 400 000 francs CFA et avoir des immeubles. Qu'on explique. Mon père était fonctionnaire, il a juste à la fin de sa retraite une maison, pas plus. Qu'on m'explique comment on fait pour être fonctionnaire et avoir fonctionnaire. Oui. Et être maintenant pire que ça, et être en liberté, parce qu'on peut l'être. Mais qu'on le soit en prison, on comprend. D'accord. Alors, le professeur Octave Djonkou Nguena est à votre disposition. Voici les 2 numéros de téléphone que je rappelle rapidement. Il y a le 658 08 91 25, 658 08 91 25, 671 15 73 21. Vous appelez, vous lui posez vos questions, peut-être également une observation. C'est possible, hein, le 658 08 91 25, 671 15 73 21. Si vous avez une question pour le professeur, on appelle et on pose la question. Si c'est également une observation, c'est possible. En attendant, on peut continuer avec ce livre. Vous avez déjà une quinzaine de textes que vous avez écrits. Celui-ci est certainement très particulier parce que vous vous attaquez à une question qui touche directement les Camerounais. Pendant combien de temps vous avez réalisé le dit ouvrage? En fait, je dirais c'est le deuxième. Le deuxième qui touche au Cameroun. Le premier, c'était en 2005-2006 par rapport à PPTE. C'est-à-dire que le Cameroun avait des problèmes pour avoir PPTE et j'avais travaillé sur un ouvrage justement pour donner des clés, des solutions possibles pour qu'on puisse avoir PPTE. C'est un des livres où le Cameroun avait été au centre. Là, c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième qui est né en fait, il est né l'an passé. Il est né l'an passé pendant le mois de juillet-août.
je me suis rendu compte qu'au niveau économique, c'était difficile, mais qu'il y avait des lueurs d'espoir. Et je me suis dit, allons analyser de près. Et donc, j'ai travaillé avec, on va dire, en 3 temps. Le premier temps, j'ai dit, voilà, allons voir quel est l'état. Le Cameroun en est où? Bon, c'était là la première étape. Il a fallu contacter les ministères, demander l'information, se renseigner, avoir des chiffres exacts de notre position. Oui. Après ça, j'ai fait un diagnostic pour savoir où on en est, où on peut aller. Et après, je me suis demandé, mais est-ce qu'on peut toujours émerger? Est-ce qu'on peut devenir un pays industrialisé? Réponse oui. Et je me suis rendu compte que, vu la situation, vu les enjeux, vu les opportunités, il fallait 15 ans pour pouvoir y arriver. Mais ça demande également, je ne l'ai pas dit assez, mais ça demande également qu'il y ait une bonne gouvernance claire et nette. Une justice juste également. Juste, transparence, que le détournement public baisse, qu'il y ait moins de corruption. Pourquoi? Parce que quand l'argent des projets n'arrive pas au projet, ça ne sert à rien. Si on dit, voilà, on fait la route de Yaoundé, si on dit, voilà, c'est un budget de tant de milliards et que ce budget n'arrive pas à bon port, ça ne sert à rien. Et l'autre élément, si vous voulez, la vision 2040 garde le budget actuel. D'accord? Il n'est pas question de trouver des financements additifs, non. On part avec ce qu'on a, sauf que les fonds vont être mieux organisés, ils vont être mieux sécurisés, ils vont être mieux contrôlés. Le budget est le même? Le même budget. Oui. Du moins, je vais même dire que le budget actuel est à 7 000 et poussières, on passera à 8 000. On reste quand même dans les mêmes... Puisque nous sommes en 2025 et que les élections présidentielles arrivent, est-ce que vous avez le profil du candidat qui pourrait être, je veux dire surtout en termes d'offres, de programmes politiques, qu'est-ce que celui qui souhaite notamment briguer un mandat à la tête de la République du Cameroun devrait avoir comme proposition et engagement aussi? Je pense que ces engagements seraient de nous sortir de l'ornière, de remettre le pays en marche, et surtout de garantir les partages. Pourquoi? Parce que si le pays sort de l'ornière, le pays va devenir productif, le pays va devenir un pays industrialisé, un pays émergent, donc il y aura de la richesse, mais il faut la redistribuer. Oui. D'accord? Il faut par exemple que tout ce qui est santé, éducation devienne gratuit. Donc si on peut l'atteindre? Oui, on peut. On peut avoir la santé et puis l'éducation gratuite. C'est les piliers. Et je pense que tous les Camerounais ont droit à la santé et à l'éducation. Donc c'est à nous, ceux qui vont vouloir, je dirais, donner la vision, donner le sens, il faut qu'ils nous garantissent que la chose publique va être bien gérée, qu'ils nous garantissent que ceux qui veulent détourner les fonds seront sanctionnés, et qu'ils nous garantissent que ceux qui sont méritants seront encouragés. Oui. Mais généralement, on dit en brut, là où on est attaché, ça devient difficile d'avoir des gestionnaires de qualité qui sachent éviter des abus, mais cela est possible. Cela est possible au regard de ce que vous nous dites là. Et puis regarde ce qu'on fait ailleurs. Si vous allez faire un tour au Ghana, allez faire un tour au Rwanda, allez faire un tour au Botswana, allez faire un tour en Tanzanie, vous allez voir qu'ils ont mis en place des structures et puis des contrôles. Parce que tout est contrôle. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte qu'on vous contrôle. On vous a confié une mission, vous devez rendre compte. Et le jour où on va dire qu'on est vraiment à 100% décentralisation, dès qu'on aura ça, on va rapprocher les contrôles des populations. Et à ce moment, ça va être le rôle des populations elles-mêmes. Regardez, on nous a promis une route là devant chez nous. On vient un an après, la route n'est pas là. On demande où est la route. Comment peut-on savoir que telle route va être construite? La route n'est pas construite, on ne demande pas. Non, vous devez rendre compte. Et le dossier est nous représenter. C'est-à-dire que quand on élit des personnes à des postes importants, ils nous représentent. Et comme c'est le cas, ils doivent nous rendre compte. Donc il faut qu'il y ait une réciprocité. D'accord. En tout cas, s'il y a un dernier mot avant de partir, qu'est-ce qu'on dira? On invite nécessairement les potentiels lecteurs à la dédicace pour venir vous écouter. Et là, l'échange sera direct. Et qui posent des questions, qui n'hésitent pas. Ce sont des propositions, ça veut dire que c'est des propositions qui émanent de quelqu'un. On peut ne pas être d'accord. Oui. On est là pour améliorer les choses. Donc s'ils peuvent critiquer de façon positive, nous sommes preneurs. Le professeur Octave Dionkun Nguena, merci d'être passé à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de votre livre « 100 propositions pour restaurer le Cameroun, Vision 2040 ».